Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'ouvrir la 7e édition des Rencontres rares en 2021, événement porté par la Fondation Maladies Rares pour tous les acteurs du domaine. Au cours de ces 2 journées très riches vont se succéder sur ce plateau des experts, des patients, des médecins, des cliniciens, des chercheurs qui vont, dans la continuité de nos échanges d'hier, aborder et débattre de sujets passionnants et essentiels dans le domaine des maladies rares. Nous vous remercions pour votre présence et confiance renouvelée pour cette édition en ligne. Pour ouvrir ce congrès, je suis accompagné de 3 vice-présidents, membres du comité d'organisation, Madame Marie-Pierre Bichet, présidente de l'Alliance Maladies Rares, qui représente les associations de malades, Madame Catherine Reynaud, présidente du comité Maladies Rares du LEM, qui représente le monde industriel, et le professeur Alexis Brice, directeur général de l'Institut du cerveau, qui représente les acteurs académiques et institutionnels. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui M. Philippe Berthat, député de la 6e circonscription du Gard et président du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur les maladies rares, que nous remercions de sa présence et de sa disponibilité, et qui va introduire cette journée. Je laisse maintenant la parole au professeur Alexis Brice. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais vous rappeler que cette session, cette édition de RARE est dédiée à la recherche. Et donc, nous allons voir toutes les applications de la recherche les plus prometteuses. Je voudrais d'abord remercier les membres du Conseil scientifique pour le programme qu'ils ont concocté. Et je crois qu'il fait une belle place à pas mal d'innovations. Et nous allons donc pouvoir voir en termes de parcours de patients quelles sont les avancées qui sont réalisées grâce à de meilleurs outils diagnostiques avec le séquençage à haut débit. On va aussi assister à l'irruption de l'intelligence artificielle pour analyser les datas, mais aussi modéliser les pathologies. Et puis, surtout, je crois que on est les témoins de l'entrée dans l'ère des traitements pour les maladies rares. Et ça, je crois que c'est un pas gigantesque qui est en train d'être franchi et dont on se réjouit tous. Et on aura quelques exemples très spectaculaires des avancées de la recherche et des applications. Et puis enfin, ce congrès, cette conférence, c'est l'occasion de rassembler les patients, les associations, les cliniciens, les chercheurs et les industriels. Et je crois qu'on a ici la chance d'avoir tous les acteurs des maladies rares et que ça va favoriser les échanges, le transfert d'informations et nous aider à mieux nous comprendre et répondre aux besoins des patients. Bonjour à tous. Catherine. On est ravis d'être là aujourd'hui et comme Alexis vient de le dire, la recherche, les traitements, ce sont des thèmes qui sont importants pour les patients, bien évidemment, les chercheurs, mais également les industriels. Actuellement, on a en France plus de 2800 essais cliniques qui portent sur les maladies rares, donc un espoir immense pour les patients. Quand on sait que seulement 5% des 7000 maladies aujourd'hui identifiées bénéficient d'un traitement. Donc on voit bien que la recherche et développement de ces traitements est fondamentale. Dans les maladies rares, elle est plus complexe que pour des pathologies plus classiques. On sait avec la multitude, la diversité des pathologies, le nombre de patients qui est restreint pour mettre en place ces essais cliniques. Mais, comme Alexis l'a dit, la disponibilité récente de nouvelles technologies, comme le séquençage, les thérapies les plus innovantes, les thérapies géniques, les thérapies cellulaires, mais encore les thérapies à ADN, ARN, et on en reparlera, sans oublier l'intelligence artificielle qui ouvre le champ des possibles, sont un vrai moteur pour l'innovation de la santé. Ce sont autant finalement d'opportunités en matière d'innovation qui offrent de nombreuses perspectives pour les patients. Donc les opportunités, oui, elles sont nombreuses, mais comme les défis que l'on doit finalement relever collectivement pour encourager cette innovation.
pour accélérer l'accès des patients au traitement et puis pour conserver notre modèle français, le renforcer en matière de recherche, renforcer le diagnostic et le soin. Donc beaucoup d'enjeux à relever collectivement, mais ces défis, on voit, ils sont nationaux, mais ils se jouent également au niveau européen. Et là, on a eu l'annonce de notre ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'est engagé à faire du thème maladies rares un thème pour la présidence de la commission, la présidence française de la Commission européenne. Donc nous espérons qu'effectivement ce colloque pourra mettre en avant un certain nombre de recommandations. La France a joué un rôle pionnier dans les maladies rares et on espère que cela va continuer à se perpétuer au niveau Europe. Merci à tous. Donc, chère Catherine, cher Alexis, cher Philippe, cher Daniel, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'Alliance Maladies Rares que je représente a l'honneur et le grand plaisir de co-présider ce nouveau colloque rare. Et nous sommes très heureux de la qualité du programme et des enjeux que tu as rappelés qui s'ouvrent devant nous. Rare 2021 est un lieu de dialogue et de rencontre important pour toute la communauté maladies rares, notamment dans cette perspective de fin de 3e plan national maladies rares. Depuis sa création il y a plus de 20 ans, l'Alliance, qui est un collectif de 240 associations de maladies rares, a toujours cherché à créer des dynamiques en y entraînant tous les acteurs. Et ces rencontres rares en sont vraiment la parfaite illustration. Si beaucoup a été fait dans les maladies rares, depuis le premier plan maladies rares en 2005, et si le 3e plan maladies rares apporte lui aussi des réponses précises à certaines de nos problématiques, il reste des domaines sur lesquels les malades et leurs familles attendent beaucoup. Et nul doute qu'ils vont être très à l'écoute et très attentifs aux nombreuses tables rondes et sujets qui vont émailler ces 2 journées. Alors, quelques sujets qui ont déjà été évoqués par les autres coprésidents et que je pourrais rappeler, qui sont des vrais enjeux pour nous, l'errance et l'impasse diagnostique. Vous connaissez les chiffres d'une enquête réalisée par l'Alliance, les chiffres qui sont inscrits dans le 3e plan, qui posent un constat inquiétant, avec notamment un quart des personnes qui attendent plus de 5 ans un diagnostic, alors que ça fait bientôt 15 ans que les centres de référence et de compétences ont été identifiés et qu'ils sont aujourd'hui plus de 2000. Donc c'est pourquoi nous suivons avec le plus grand intérêt la mise en œuvre de l'Observatoire du diagnostic qui a été confié à la Banque nationale de données maladies rares. Et puis nous suivons aussi avec beaucoup d'attention l'évolution du dispositif de dépistage néonatal si important dans les maladies rares. Toute maladie pour laquelle il existe un traitement dès la naissance qui permet de retarder ou d'éviter les graves évolutions doit pouvoir être dépistée. Et on ne peut que constater le retard pris en France par rapport à nos voisins européens, mais surtout, quelle perte de chance pour toutes ces familles en France. Pour eux, cette situation est vraiment insupportable. L'autre sujet majeur, c'est faire en sorte que tous les malades profitent des avancées de la médecine génomique. Cette médecine, elle a fait des avancées, des progrès spectaculaires ces dernières années, et pourtant encore 50% des malades explorés avec ces techniques de séquençage à très haut débit restent malgré tout sans diagnostic. Alors nous sommes très heureux de voir que les connexions aujourd'hui se font entre le plan national maladies rares, les filières de santé maladies rares et les acteurs du plan France Médecine Génomique 2025. C'est en cours, nous nous en réjouissons et nous attendons avec la plus grande impatience des résultats concrets. Enfin, sur l'accès au traitement, vous l'avez très bien évoqué et qui sera d'ailleurs porté dans plusieurs des sessions aujourd'hui, le constat est de 5% des malades bénéficient d'un traitement curatif. Donc plusieurs pistes doivent être vraiment poursuivies, comme le repositionnement d'anciennes molécules, les aménagements réglementaires pour les prescriptions hors MM qui concernent beaucoup de malades atteints de maladies rares, ou encore l'apport de l'intelligence artificielle. Et puis, de ce point de vue-là, bien, nous attendons beaucoup de la mise en place de l'Observatoire des traitements, qui est aussi une mesure phare du 3e plan maladies rares. Voilà donc quelques sujets sur lesquels les attentes des personnes malades et de leurs proches sont très fortes, et il y en a bien d'autres. Alors, n'oublions pas dans ces aspects de traitement d'impliquer les malades et leurs aidants familiaux
dans toutes les étapes du développement du médicament, depuis la conception de l'essai clinique jusqu'à la négociation économique. Qui, mieux que le malade, peut parler des effets d'un traitement ou d'un dispositif médical? Enfin, j'aimerais dire 2 mots sur le prochain processus de relabellisation des centres de référence et de compétences maladies rares qui est planifié pour 2022. C'est un processus que les malades, les familles, les associations et l'Alliance Maladies Rares, évidemment, attendent beaucoup, car ce sont précisément ces centres qui forment la base de toute notre architecture maladies rares dont nous sommes si fiers. Donc un processus qui doit permettre d'ajuster, d'améliorer et de renforcer ce qui doit l'être. Mais nous avons surtout une vigilance extrême pour que ces centres bénéficient des moyens adéquats afin qu'ils puissent répondre aux nombreuses missions qui sont les leurs. Et ce sera d'ailleurs un sujet qui sera apporté dans notre prochain congrès rare en février 2022. Voilà, il est temps pour moi de donner la parole à Philippe Berta, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Philippe, nous arrivons bientôt au terme du quinquennat. Et quelles ont été pour vous les avancées majeures pour les maladies rares durant ces 5 dernières années? Merci. C'est une bonne question. Je veux d'abord vous saluer tous et vraiment vous remercier de votre confiance. Ça me permet, si ma mémoire est bonne, de n'avoir jamais raté un congrès rare depuis son existence, que ce soit avant ma vie de député et à l'époque, j'étais même, je crois, participant à son organisation au titre de notre pôle Eurobiomètre du sud de la France. Les avancées, il y en a eu. Voilà. Il y en a, bien sûr, je ne vais pas trompéter très fort parce qu'elles sont toujours insuffisantes. Mais déjà, je crois que la principale, et ce n'est pas la moindre, et le travail se doit d'être continué, je sais que ça surprend parfois, c'est continuer à inscrire ce mot maladie rare, continuer à l'expliciter, continuer à le faire comprendre. Moi, je m'y attache dès que j'ai une tribune possible, dès que je rencontre des politiques en particulier, parce que il y a toujours ces difficultés que je souligne systématiquement. C'est quoi une maladie rare? C'est quoi une maladie génétique? C'est quoi une myopathie? C'est un mélange un petit peu compliqué qui fait que, comme l'adjectif rare est toujours un peu dans la tête du politique, en tout cas péjoratif, ce qui est rare n'est pas forcément porteur de beaucoup de voix électorales. Il faut voir juste simplement ça. Et donc, à chaque fois, il faut le répéter, 3 millions, 3 millions, 3 millions, 7000 pathologies, une famille sur 20 concernée. Je crois qu'on a progressé. J'ai moi-même pu obtenir la requalification, changer la dénomination du groupe d'études auquel vous faites mention à l'Assemblée nationale, qui ne s'appelait pas le groupe d'études des maladies rares quand je suis arrivé. Il s'appelait le groupe d'études des maladies orphelines. Et j'ai tout de suite vu la difficulté et dit oh non, on ne peut pas rester sur cette qualification. Après 6 mois, avant que l'Assemblée accepte qu'enfin ça prenne cette dénomination. Donc le travail est en cours, mais on avance. Je crois que maintenant, on est perçu différemment. Bon, les avancées, moi je vais les laisser pour certaines d'entre elles à notre amie Anne-Sophie Lapointe du ministère, parce que je crois que le PNMR3, le 3e plan national, qui est en voie d'achèvement, a amené des avancées. On l'avait vu par quelques conférences à mi-parcours, donc ça sera à elle de nous les expliciter. Et je veux bien sûr saluer le travail parce que je sais à quel point Anne-Sophie est impliquée. Sur le plan législatif, on s'est battu. On s'est battu à travers la loi de bioéthique. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Ça aura duré 2 ans, ça aura duré 300 heures de débat, cette affaire-là, dans l'hémicycle ou en commission. Ça a été l'objet de 1900 amendements. Mais on n'a pas obtenu grand-chose quand même. Donc ça prouve encore qu'on a beaucoup de travail à faire, en particulier autour du mot génétique, du mot génomique, où vraiment il y a un décalage de perception de ce que c'est réellement par rapport au fantasme que ça peut suggérer. On a un petit peu avancé puisqu'on a hissé le dépistage néonatal dont vous parliez au niveau de la loi et non plus uniquement au niveau du réglementaire. C'était important de le faire. On a aussi enfin parlé de possibilités d'examen génétique. Ce qui n'est pas attendu dans le néonatal toujours aujourd'hui. Donc c'était bien de le faire apparaître. Et puis, on a aussi travaillé pour simplifier la formation de la parentèle et pour faciliter la réalisation de dépistage de ces dépistages génétiques. C'est une demande qui était forte des acteurs que vous êtes, qui était forte aussi du côté de l'AFM. Ça, c'est sur l'aspect diagnostic. Donc, on voit le chemin qui nous reste. J'y reviendrai peut-être. Ensuite, on a avancé quand même sur les moyens de la recherche.
Et la recherche, les maladies rares, c'est là que tout commence, évidemment. Alors la loi de programmation pour la recherche, dont j'ai été l'un des rapporteurs, est des fois un peu décriée. Oui, elle n'est pas suffisante. Moi, c'est comme me disait Luc Gallois l'autre jour, il aurait fallu 20 milliards par an pendant 10 ans. Je dis oui, effectivement, on a eu 25 milliards sur 10 ans. Bon. Mais en tout cas, on part de tellement loin. Je voudrais quand même rappeler qu'on avait perdu 23% des budgets recherche entre 2011 et 2018 dans ce pays. Donc c'est un signal positif. Puis en plus, c'est une loi qui permet la visibilité sur 10 ans. Et ça, c'est important d'impliquer qui que ce soit qui sera à la gouvernance de ce pays sur cette trajectoire-là pour pas voir faire machine arrière à un moment ou à un autre. Bon, ensuite, on a parlé centre de référence, je viens de l'entendre. Bon, il y a le problème des financements, de l'argent qui n'arrive pas. Bon, on s'est battu, je crois que ça s'améliore. Il y avait un certain nombre de difficultés sur certains CHU, certains hôpitaux. On a aussi travaillé sur les CPP, vous le savez. Moi, j'avais fait passer une loi pour la simplification du fameux tirage au sort. On a vu récemment, et on y reviendra aussi à travers le Conseil stratégique des industries de santé, de nouveaux moyens alloués. Il était temps d'arrêter de faire travailler des collègues dans une forme de bénévolat un peu désuet dans des salles d'arrière-bar, comme je dis, avec une demi-poste de secrétaire, sur un moment si crucial pour l'entrée en phase clinique. Et puis, bon... J'aime pas dire ça parce que vraiment c'est totalement pas approprié, mais au moins la phase Covid nous aura aidés. Elle nous aura aidés collectivement, plus globalement bien sûr au-delà des seules maladies rares, mais aussi sur les maladies rares, à remettre enfin la santé. C'est cet adage populaire, hein, tout commence avec la santé. Et je crois que là aussi, en tout cas au niveau des gouvernants, je crois que le message est bien passé et qu'aujourd'hui la santé a été remise en pôle position des priorités nationales. Bien sûr, avec l'environnement, de toute façon, les deux sont tellement liés que c'est pas la peine d'en parler. Et ça, c'est je pense, la bonne nouvelle de ces derniers mois. Alors Philippe, vous nous avez parlé de tout ce qui a été mis en place déjà et de ses avancées. Maintenant, on entre dans la campagne présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce moment? Est-ce qu'il va y avoir des annonces? Quel est le plan? Alors, les annonces, elles ont été nombreuses. Là, on ne peut pas dire qu'on manque d'annonces dans ce dernier temps. Enfin, moi, je vais reprendre pour moi, dans mes yeux, la plus importante. Enfin, et j'imagine aussi pour les industriels et donc pour mes collègues scientifiques, c'est les annonces du Conseil stratégique des industries de santé faites par le président de la République le 29 juin. Alors, on se méfie. On est d'un naturel méfiant parce que les CSIS, comme on les appelle, se succèdent. Et souvent, comme je dis toujours à mes amis industriels, quand je les croise après le CSIS, ils ont toujours un grand, grand sourire. Et puis quand je les croise 6 mois après, ils sont tout de suite dans une phase déjà plus dépressive. Je constate quand même qu'à travers le projet de loi de finances, le PLFSS Sécurité sociale, les engagements pris sont inscrits. Et même si je ne peux pas tout suivre, parce que je ne suis pas dans cette commission pour rien vous cacher, mais il semble que les choses soient respectées sur les engagements, par exemple, de l'enveloppe budgétaire médicaments. Donc on va pister. On attend plein de choses. On attend la mise en place de la fameuse agence d'innovation santé, qui est pour l'instant une boîte noire. Enfin, moi, j'essaie d'avoir des informations, j'en ai aucune, mais dont on comprend l'importance stratégique dans la simplification de ce qui va au moins de la recherche fondamentale jusqu'à la création d'un produit nouveau, voire d'une activité nouvelle. Et là, j'espère que ça sera, comme nous tous, j'imagine, pas une couche supplémentaire, mais un vrai outil de simplification et de clarification du paysage, parce que tout le monde en souffre. Et c'est en plus un paysage complexe qui est vraiment spécifique à la santé pour le compte, par le nombre d'institutions, d'établissements, le nombre de structures, qu'elles soient bien sûr pour la recherche ou que ce soit bien sûr pour sa valorisation. Il faut s'en sortir, quoi. Enfin, moi, ça fait depuis que je m'active dans ce domaine-là que j'entends parler de guichet unique et chaque fois on s'en trouve très éloigné. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir surveiller. On a une volonté claire donc, de réinvestir des grands domaines qui sont complètement connexes à notre problématique des maladies rares, c'est-à-dire les biothérapies. On a la création de l'Alliance française pour la bioproduction, et on sait à quel point on part de loin en France pour bioproduire les médicaments dont nous avons besoin. Bon, bien sûr, il y a déjà des coûts qui sont partis sur l'innovation dans le domaine du numérique en santé, l'intelligence artificielle, bon, donc, et bien sûr autour des maladies émergentes avec la reconfiguration de la NRS, par exemple. Il y a une volonté, et il était temps, parce que qu'est-ce qu'on a perdu comme terrain sur ce domaine-là, c'est de refaire de la France vraiment le leader des essais cliniques,
Là aussi, il y a du travail. On a des temps de réponse qui étaient complètement plus acceptables, avec des essais cliniques qui se faisaient de plus en plus à l'étranger. Bon, je crois que la volonté est clarifiée. Cette volonté de passer à ce système à l'allemande, où on met le produit sur le marché après son autorisation, et on commence à négocier le prix plus tard, me paraît quand même une excellente idée. Je crois que les chiffres, Catherine me contredira si je me trompe, mais on était autour de 530 jours, 550 jours de négociation pour un prix, alors qu'on aurait dû s'était engagé pour 180. Donc tout ceci, ce sont des choses qui sont annoncées, qu'il faut vérifier. On a aussi une demande forte du côté industriel. On les attend au tournant aussi, sur des relocalisations. Et ça, il va falloir vraiment, bien sûr, surveiller. Bon, on a une promesse encore cette semaine, confirmée sur une enveloppe de 7,5 milliards d'euros supplémentaires sur ces efforts-là. On n'a pas le document écrit. Moi, j'aime bien voir les écrits. J'ai uniquement pour l'instant la voix orale, qui est une voix intéressante, mais j'attends la voix écrite. Bref, il faut surtout surveiller ça. Et puis, mais là, je fais confiance à Yann Le Cam pour en parler. On a aussi ce moment intéressant de la présidence européenne par le président Emmanuel Macron au 1er janvier. On s'est battus tous collectivement pour effectivement rappeler d'abord que la France avait été motrice, ne serait-ce qu'à travers le PNMR 1 cette fois-ci, dans l'organisation et la structuration du monde des maladies rares. Il faut aller plus loin, et il faut bien sûr que ce plus loin embarque avec nous, bien sûr, l'échelle européenne. On y a travaillé, on va continuer à y travailler. Il y a une belle perspective, et bon, je vais laisser à Yann le soin d'en parler. Moi, j'ai, titre personnel, réussi à embarquer 40 parlementaires, avec en particulier Sabine Tilley, qui est la présidente de la commission Affaires européennes à l'Assemblée nationale, pour pousser dans ce sens-là. C'est pas simple, parce que, je le redis, il y a un gros travail de communication à faire vis-à-vis du public, toujours, bien sûr, mais aussi vis-à-vis des politiques qui nous gouvernent. Voilà un petit peu ce que seront les points d'observation dans ces dernières semaines, ces derniers mois. Philippe, justement, dans cette continuité, quelles seraient finalement vos recommandations pour les futurs candidats à la présidentielle, pour ce quinquennat, ce futur quinquennat? Et une autre question, vous, président, que feriez-vous pour les maladies rares dans le prochain quinquennat? Alors bon, déjà, la deuxième hypothèse me semble ne peut pas pouvoir écarter tout de suite. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, en tout cas. Non, je crois qu'il faut aussi que nous apprenions à vendre. Moi, c'est ce que je fais dès que j'ai l'occasion. Et en ce moment, il y a beaucoup d'occasions, et tant mieux. C'est montrer à quel point les maladies rares, dans le monde des maladies rares, est avant-gardiste. C'est-à-dire que toutes les questions, et c'est ça qu'il faut faire comprendre notre futur président ou présidenteux, c'est que toutes les questions que nous abordons à travers les maladies rares depuis maintenant un grand nombre d'années, ce sont des questions d'avant-garde. C'est-à-dire que nous sommes en première ligne pour avoir à répondre à des questions très, peut-être un peu angoissantes même. Par exemple, nous, on est sur des pathologies qui exigent, ne serait-ce que pour des raisons numériques, une médecine de précision pratiquement personnalisée. Mais c'est finalement ce qui va se passer pour toutes les autres grandes pathologies. Comme je dis partout, le cancer n'est ou ne sera en tout cas définitivement bientôt plus qu'un assemblage de maladies rares. Donc nous, on est là pour déblayer le terrain et faire avancer finalement l'ensemble de la santé. Et sur le plan économique, on pourra pas, je pense que le futur président ne pourra pas faire autrement que de se poser la question comment on finance ça. Et donc on voit bien. Je ne suis pas du tout économiste, alors loin s'en faut, mais on voit bien qu'on n'a pas le modèle économique pour l'instant pour y répondre. On ne peut pas continuer à gérer ces biothérapies dont on rappelait l'émergence, l'explosion qui nous attend, avec un modèle basé sur des vieux blockbusters chimiques, un modèle économique du passé. Donc il va falloir, je ne sais pas, moi, j'attendrais, par exemple, qu'on enlève le médicament du ministère de la Santé, mais chaque fois que je dis ça, j'ai des coups de téléphone après un peu durs, parce que le médicament, il faut que le futur président, nous aide à faire comprendre que ce n'est pas un centre de dépenses et uniquement un centre de dépenses que de mettre de l'argent dans le médicament. C'est d'abord soigner des gens, leur permettre de vivre, et puis c'est aussi un formidable outil de motivation pour notre outil recherche et notre outil innovation, et puis c'est aussi principal acteur de notre développement économique. Et donc, il faut s'en emparer et puis le remettre à cette position-là. Je crois que c'est ce qu'on peut attendre.
Bon, donc, est-ce qu'il faut aller vers... le médicament, c'est à la fois l'économie, vous l'avez compris, c'est à la fois la recherche et l'innovation, c'est à la fois, bien sûr, un problème de santé, c'est un problème de budget. Donc, on a vraiment à réfléchir comment faire travailler cet interministériel-là autour de nos médicaments. On a probablement à réfléchir peut-être sur, je ne sais pas si c'est des gros mots, mais peut-être pluriannualiser le remboursement. Enfin, il y a certainement beaucoup de choses à lancer, à réfléchir pour ce futur président, avec un souci constant qui est un leitmotiv que j'entends depuis mandat après mandat, qui est une volonté de simplification. Il faut absolument simplifier le paysage, il faut le clarifier, il faut lui donner une perspective sur le moyen, voire le long terme, pour que tout le monde soit beaucoup plus serein pour y travailler. Bien, petit point aussi de détail, mais qui n'est pas un point de détail, nous sommes en pleine réforme des études de santé. On a fait l'accès aux études de santé, va démarrer cette année la réforme du second cycle. Il serait peut-être quand même temps qu'il y ait un vrai chapitre maladies rares dans toutes les études de santé dans ce pays, une vraie formation, parce que nous avons aujourd'hui encore des générations de médecins qui ont une formation très réduite, aussi bien sur la partie génétique et donc maladies rares, et donc il faudrait s'y employer. J'ai eu cette discussion avec votre vice-président, pas plus tard qu'hier matin, un petit déjeuner. Il faut aussi relancer ce travail de communication vis-à-vis des médecins en exercice. Je ne devrais pas dire ce que je vais dire, parce que ce n'est pas normal. Je ne suis pas du tout médecin. J'ai fait un diagnostic d'hémétrophie spinale par téléphone, sur une suspicion. Et ça s'est produit qu'une fois, et j'ai tapé juste. C'est un médecin qui me dit, voilà, j'ai un bébé chiffon dans les mains, je ne sens pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, Philippe, toi qui fais un peu de génétique? Donc j'ai donné immédiatement les coordonnées du service dédié du côté de Montpellier, de notre collègue qui sera bientôt parmi nous, David Geneviève, et le diagnostic a été donné. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal aujourd'hui que dans un cabinet médical de ville, il n'y ait pas, par exemple, ce panneau, je ne sais pas, les rares infoservices, par exemple, où s'adresser, etc., et qu'on ait encore cette difficulté. Bon. Et dernier point, parce que vous l'avez souligné, essaye de mon combat, et je me fais que des ennemis sur ce combat, mais je ne lâcherai pas, génétique, génomique. Aujourd'hui, j'ai des collègues en Australie, je dis partout où je le passe, qui sont de très bons collègues, qui sont capables de faire un diagnostic sur un exome en 48 heures chrono pour l'ensemble du continent australien à travers une plateforme. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je tremble, comme vous tous, j'imagine, sur l'arrivée de toutes ces thérapies et le diagnostic pas posé ou le diagnostic posé trop tardivement. Et là, c'est juste le désastre. Donc voilà, je pense que le futur président, s'il veut s'en emparer, il a matière. En tout cas, je ne sais pas ce que je ferai moi-même de ma peau l'année prochaine, mais en tout cas, j'espère pouvoir continuer à faire pousser quelques crises d'urticaire aux futurs dirigeants. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir si bien introduit les enjeux de ces journées. Merci Philippe d'avoir vraiment nous avoir donné beaucoup d'espoir. Hein. Une petite digression, tu as indiqué que la crise sanitaire avait permis une prise de conscience des enjeux de santé. Moi, je me permettrais de dire que les vaccins ARN messagers contre le Covid sont issus directement des solutions thérapeutiques développées sur les maladies rares. Puisqu'au départ, c'était des thérapies génétiques et que ça s'est transposé immédiatement à la vaccination génétique contre le Covid. Donc, il y a une interrelation et une synergie entre les différents domaines. Merci encore une fois de ta disponibilité et puis merci d'avoir introduit le thème de l'Europe, l'enjeu européen, ce qui est une magnifique transition pour notre orateur suivant, Yann Lecam, directeur général de Ordis Rare Disease Europe, qui va aborder le thème de la session 1, la présidence française de l'Union européenne.